Il existe des mondes où l'on redoute les monstres, les machines ou les tempêtes. Dans The Lorax, le danger a une forme bien plus banale. Une ville tellement propre qu'elle a fini par oublier ce qu'est un arbre. À Thneedville, les habitants achètent l'air qu'ils respirent dans des bouteilles colorées, admirent des pelouses en plastique et vivent sous des nuages mécaniques suspendus au-dessus de leur tête. Rien ne pousse vraiment, rien ne tombe vraiment, rien ne dérange vraiment. Et c'est précisément ce qui rend cet univers inquiétant. Quand la nature disparaît peu à peu, le confort peut faire croire que l'on n'a rien perdu. Le film de 2012, inspiré du livre du Dr Seuss et réalisé par Chris Renaud avec Kyle Balda, part d'une question très simple. Que se passe-t-il lorsqu'un garçon veut offrir un vrai arbre à la jeune fille qu'il aime? Mais derrière cette quête presque enfantine, The Lorax construit une fable plus vaste, où le rire, la couleur et les chansons cachent une histoire de cupidité, de regret et de résistance. La voix anglaise du Lorax est celle de Danny DeVito, tandis que Zac Efron prête son énergie à Ted, le jeune héros. En français, l'aventure conserve surtout cette idée essentielle. Pour changer un monde, il faut parfois commencer par entendre une histoire que tout le monde préférait laisser enterrer. Thneedville ressemble d'abord à une publicité permanente. Les maisons ont des façades impeccables, les rues brillent, les arbres artificiels s'ouvrent le matin comme des parapluies décoratifs, et les habitants paraissent heureux de vivre dans une ville sans poussière, sans insectes et sans imprévus. Même la grand-mère de Ted, Norma, possède une énergie qui tranche avec ce décor lisse. Elle se souvient d'une époque où les choses n'étaient pas aussi fabriquées. Elle voit surtout que son petit-fils regarde au-delà des murs de la ville, vers cette zone interdite où le paysage devient gris et silencieux. Ted n'est pas encore un révolutionnaire. Il veut impressionner Audrey, une adolescente qui habite près de chez lui. Audrey a une passion étrange dans cette ville. Elle dessine des arbres. Elle en a vu dans des livres, elle imagine leurs feuilles, leurs branches et leurs ombres. Son rêve serait d'en planter un vrai devant sa maison. Pour elle, ce ne serait pas seulement joli. Ce serait la preuve que le monde extérieur recèle encore quelque chose qui n'a pas été fabriqué par une usine. Ted comprend immédiatement ce que ce souhait pourrait lui apporter. Offrir un arbre à Audrey serait la manière parfaite de se faire remarquer. Son intention est adolescente, un peu maladroite, presque légère. Pourtant, le film sait faire basculer cette motivation personnelle vers une responsabilité beaucoup plus grande. Ted cherche d'abord un cadeau. Il découvre bientôt qu'il cherche une vérité sur la ville où il vit. Le problème est qu'il n'existe aucun arbre à Thneedville. Il n'y a que les modèles en plastique, gonflables ou métalliques, vendus comme des accessoires de bonheur. Les adultes évitent la question. Lorsqu'on demande où sont passés les vrais arbres, le silence devient vite gênant. Le seul qui semble prêt à répondre est le grand-père de Ted, mais il ne donne pas d'explication directe. Il lui conseille de sortir de la ville, de traverser les portes et de trouver quelqu'un appelé le Wansler. Cette recommandation change le rythme du récit. Jusqu'ici, Thneedville était un décor absurde et amusant. Dès que Ted franchit la frontière, le film laisse apparaître son envers. Les couleurs disparaissent, les collines sont nues. Des troncs coupés s'empilent comme les restes d'une civilisation disparue. Les conduites de la ville et les déchets industriels ont remplacé les fleurs. Le contraste est brutal, mais il évite de donner une leçon abstraite. Il montre simplement le coût réel de ce confort parfait. Quelqu'un, quelque part, a payé l'addition. Au fond de ce paysage se dresse la maison du Wansler. Elle est délabrée, bancale, pleine de rouages et de tuyaux, comme si son propriétaire vivait enfermé dans les restes de ses propres machines. Ted ne le voit pas vraiment au début. Il entend une voix derrière une grille, une voix méfiante et théâtrale. Le vieil homme refuse de se montrer. Il ne répond pas à toutes les questions. Mais lorsque Ted insiste sur les arbres, il accepte de lui vendre un morceau de son passé. Une pierre gravée, puis une histoire. Le Wansler n'est pas présenté comme un sage propre et rassurant. Il est le témoin vivant d'une catastrophe qu'il a lui-même provoquée. Il sait que Ted veut un arbre, mais il comprend surtout que le garçon n'a aucune idée de ce qu'il demande. Un arbre n'est pas un objet rare que l'on peut acheter comme une bouteille d'air. C'est le point de départ d'une chaîne de décisions, de promesses rompues et de vies déplacées. Pour obtenir une graine, Ted doit écouter toute l'histoire.
Le récit du Honceler remonte à une époque où le territoire était encore couvert de truffulas. Ces arbres aux touffes rondes, roses et oranges donnent au paysage une douceur presque irréelle. Leurs troncs fins poussent en groupe, leurs houppiers flottent comme des pompons dans le vent et ils abritent une communauté entière. Les barbaloutes vivent de leurs fruits. Les cygnes suomis chantent dans le ciel. Les poissons humming nagent dans des rivières limpides. Le film ne présente pas ce monde comme une nature sauvage menaçante, mais comme un équilibre joyeux dont personne ne mesure la valeur parce qu'il semble éternel. Le jeune Honceler arrive dans cette vallée avec une charrette, un rêve de fortune et une invention sous le bras. Il a quitté sa famille pour devenir quelqu'un. Sa mère et ses proches doutent de lui, et ce doute nourrit son ambition. Il ne veut pas seulement créer, il veut prouver qu'il peut réussir sans personne. Il a fabriqué un snid, une sorte de tissu multifonction qu'il prétend pouvoir utiliser comme écharpe, chapeau, tapis ou vêtements. Son problème est que personne ne sait à quoi sert un snid. Son autre problème, plus grave encore, est que le matériau idéal pour en produire un vient des touffes des truffulas. Le jeune homme coupe le premier arbre avec une invention mécanique. C'est à cet instant que le Lorax apparaît. Petit, orange, moustachu, irrité et très sûr de lui, il surgit de la souche comme une réaction physique de la forêt elle-même. Il ne possède pas la force d'un héros d'action et ne parle pas avec une majesté solennelle. Il est grincheux, moqueur, parfois désarmant. Mais il se présente comme celui qui parle au nom des arbres, parce que les arbres ne peuvent pas parler eux-mêmes. Cette phrase est le cœur du film. Le Lorax ne défend pas une idée vague de la nature. Il défend des êtres qui ne peuvent pas participer à la discussion lorsque les humains décident de leur avenir. Le Honceler, lui, ne se voit pas comme un destructeur. Il ne voulait couper qu'un arbre. Il promet de ne pas recommencer. Il explique que son invention a besoin de matière, mais jure que cela ne deviendra jamais un problème. Le Lorax accepte de surveiller la situation, sans lui accorder sa confiance. Le premier Tnid ne semble pourtant intéresser personne. Le Honceler tente de le vendre à un passant, qui se moque de lui. Cette humiliation aurait pu arrêter l'histoire. Elle aurait pu pousser le jeune inventeur à rentrer chez lui, à reconnaître que son idée ne fonctionne pas. Mais une chanson publicitaire improvisée transforme le produit en phénomène. Le Tnid devient soudain indispensable. Personne ne sait exactement pourquoi, mais tout le monde en veut un. Le film vise ici une logique de consommation très reconnaissable. Le désir arrive avant le besoin, puis le besoin est fabriqué après coup. Le succès donne au Honceler exactement ce qu'il cherchait. Les clients affluent. L'argent arrive. Sa famille le rejoint, d'abord incrédule, puis prête à participer à l'entreprise. Les machines s'installent dans la vallée. Les arbres ne sont plus coupés un par un, mais aspirés, transportés, transformés à une vitesse industrielle. Le jeune homme se dit qu'il peut contrôler la situation. Il promet au Lorax qu'il replantera. Il promet qu'il ne prendra que ce dont il a besoin. Il promet surtout qu'il s'arrêtera avant qu'il ne soit trop tard. Mais chaque promesse devient plus facile à oublier lorsque l'usine grandit. Les barbaloutes n'ont plus assez de fruits et commencent à faiblir. Les cygnes sont chassés par la fumée. Les poissons fuient une rivière envahie par les déchets. Le Lorax ne fait plus seulement de l'humour. Il vient montrer les conséquences, une par une. Ce qui était un projet entrepreneurial est devenu une machine qui expulse tout ce qui ne rapporte rien. Les animaux quittent alors la vallée, et la scène est triste précisément parce qu'elle reste simple. Personne ne prononce un grand discours. Ils partent parce qu'ils ne peuvent plus vivre là. Le Honceler veut croire qu'il réparera tout plus tard. C'est le mensonge le plus confortable du film. Plus tard, il replantera. Plus tard, il nettoiera. Plus tard, il écoutera. Or le temps n'est pas neutre. Pendant qu'il attend, les arbres tombent, les rivières se chargent de boue et les habitants de la forêt disparaissent. Le Lorax lui rappelle qu'une promesse sans action ne protège rien. Il lui demande de s'arrêter avant le dernier arbre. Le Honceler choisit de continuer. Dans le présent, Ted écoute sans comprendre encore pourquoi ce vieil homme lui raconte tout cela. Il voit le paysage ravagé derrière la maison et commence à relier les choses. Tnidville n'est pas née à côté d'un désert par hasard. La ville a été bâtie après la destruction de la vallée. Le Honceler lui révèle aussi que la dernière graine de truffula existe encore. Elle représente une possibilité, pas une solution immédiate. Pour la recevoir,
Ted doit prouver qu'il ne la veut pas seulement pour séduire Audrey. Cette histoire attire forcément l'attention d'O'Hare, le puissant propriétaire de la société qui vend l'air en bouteille à Thneedville. O'Hare est petit par la taille, mais immense par son influence. Il règne sur la ville grâce à une idée monstrueusement efficace. Puisqu'il n'y a plus d'arbres, l'air propre est devenu un produit. Ses publicités promettent une bouffée d'air frais, comme si cette ressource n'avait jamais dû appartenir à tout le monde. Il ne parle pas de pollution, de choix passés ou de responsabilité. Il vend l'absence de nature comme une opportunité commerciale. Pour O'Hare, un arbre n'est pas un symbole poétique. C'est une menace directe contre son modèle économique. Si les habitants découvrent qu'ils peuvent respirer grâce à de vrais arbres, ils n'auront peut-être plus besoin de ces bouteilles. C'est pourquoi il fait surveiller Ted. Son assistant, Aloysius O'Hare, représente une forme de pouvoir qui ne s'appuie pas seulement sur l'argent, mais sur le contrôle du récit. Il veut décider de ce que les habitants peuvent voir, acheter et même imaginer. Ted, lui, retourne voir Audrey avec des questions. Il ne lui promet plus simplement de lui trouver un arbre. Il lui parle du Onceler, de la vallée détruite et de ce qui se cache au-delà des murs. Audrey, qui pensait que les arbres étaient presque des créatures de légende, découvre que leur disparition a une histoire humaine. Leur relation évolue alors discrètement. Ted cherche toujours à lui plaire, bien sûr, mais il cesse peu à peu de jouer un rôle. Audrey n'est pas là pour lui remettre une récompense romantique. Elle devient celle qui l'oblige à regarder plus loin que son propre désir. La quête prend une autre dimension lorsque Ted revient chez le Onceler. Cette fois, le vieil homme termine son récit. Il explique qu'après avoir abattu le dernier Truffula, son succès s'est effondré d'un coup. Il ne restait plus de matières premières, plus de forêts, plus de vie autour de son usine. Sa famille est repartie. Ses machines sont restées là, inutiles. Le Lorax lui a laissé une dernière pierre marquée d'un seul mot. À moins que. À moins que quelqu'un se soucie vraiment de changer les choses, rien ne changera. Le Onceler confie alors la graine à Ted. Ce geste est important parce qu'il ne cherche pas à se faire pardonner facilement. Il ne peut pas rendre la forêt en un instant. Il ne peut pas effacer ce qu'il a fait. Tout ce qu'il peut faire est transmettre la dernière chance à quelqu'un d'autre, en espérant que ce garçon fera mieux que lui. Ted quitte la maison avec une graine dans la main et une histoire lourde sur les épaules. Il pense encore à Audrey, mais il porte désormais beaucoup plus qu'un cadeau. À Thneedville, cette petite graine possède une force que personne ne soupçonne encore. Elle tient dans une main, ne fait aucun bruit et n'offre aucune garantie. Pourtant, elle menace un système entier construit sur l'idée que la nature ne reviendra jamais. Ted doit d'abord trouver un endroit où la planter. Il envisage la cour d'Audrey, qui serait le lieu le plus évident et le plus personnel. Mais la décision ne lui appartient déjà plus totalement. O'Hare apprend qu'il a rencontré le Onceler et comprend immédiatement ce qui est en jeu. Le maire de Thneedville n'est pas un responsable public au sens noble du terme. Il traite la ville comme une immense vitrine destinée à faire vendre son air. Chaque habitant est à la fois client et figurant dans sa publicité. Son système fonctionne parce qu'il garde les citoyens dans une ignorance confortable. Ils voient leurs arbres synthétiques se déployer chaque matin et ne se demandent pas ce que leurs ancêtres ont perdu. Ils paient pour respirer parce qu'ils ont oublié que respirer sans payer est possible. La graine de Ted menace donc moins les profits d'O'Hare par sa taille que par ce qu'elle pourrait réveiller dans les esprits. O'Hare choisit d'abord l'intimidation. Il convoque Ted, lui fait comprendre qu'il connaît ses déplacements et tente de réduire l'affaire à une simple bêtise d'enfant. Le film réussit à rendre ce personnage drôle tout en montrant clairement sa brutalité. Son corps minuscule, ses gestes agités et ses colères spectaculaires provoquent le rire. Mais son raisonnement est parfaitement sérieux. Si une chose nuit à ses affaires, elle doit disparaître. Dans son univers, l'utilité commerciale devient la seule mesure du droit d'exister. Ted n'est pas équipé pour affronter un industriel entouré de gardes et de machines. Il n'a ni pouvoir, ni argent, ni plan élaboré. Il a seulement la conviction grandissante que l'histoire du Onceler ne doit pas rester cachée. Cette fragilité rend son parcours plus intéressant. Un héros capable de tout n'aurait pas besoin d'aide. Ted, lui, doit accepter de dépendre des autres et de transformer son désir privé en action collective. Sa grand-mère Norma devient alors une alliée inattendue.
Dans une ville où beaucoup d'adultes ont appris à ne pas poser de questions, elle agit avec une liberté presque insolente. Elle n'idéalise pas Ted, elle ne lui donne pas un discours compliqué. Elle lui offre une voiture, un peu de courage et une forme de confiance. Elle sait que les jeunes peuvent parfois faire ce que les adultes n'ont pas osé faire pendant des années. Sa présence rappelle que la résistance ne vient pas toujours de ceux qui ont le plus de force, mais de ceux qui refusent encore de considérer l'inacceptable comme normal. Pendant ce temps, le Onceler reste seul avec son passé. Le film ne le présente jamais comme totalement innocent, et c'est une de ses qualités. Il ne détruit pas la forêt parraine. Il la détruit parce qu'il veut réussir, parce que la demande augmente, parce que sa famille le pousse à continuer et parce qu'il repousse le moment de dire non. Cette banalité est plus dérangeante qu'un grand méchant de conte. Les catastrophes ne naissent pas toujours d'une intention malveillante. Elles peuvent venir de milliers de décisions justifiées une à une, jusqu'à ce que personne ne se sente responsable du résultat final. Le Onceler se souvient notamment de l'arrivée de sa famille dans la vallée. Lorsque son entreprise commence à rapporter, sa mère apparaît avec ses frères et son wagon rempli de machines. Elle ne lui demande pas si les animaux vont bien, ni si la forêt peut supporter cette croissance. Elle ne voit que l'occasion de multiplier la production. Son enthousiasme est comique, mais il révèle la pression qui s'exerce sur le jeune inventeur. Il avait voulu prouver qu'il pouvait réussir seul. Dès qu'il réussit, il devient prisonnier de l'image de réussite qu'il a construite. Cette partie de l'histoire donne au film une nuance souvent oubliée. Le Onceler n'est pas seulement opposé au Lorax, il est aussi opposé à la version de lui-même qu'il croit devoir devenir. Il sait ce que le Lorax lui demande. Il a vu les Barbaloutes partir et les rivières se détériorer. Pourtant, reconnaître le problème signifierait arrêter les machines, décevoir sa famille, perdre ses clients et admettre que son rêve reposait sur une ressource qu'il ne respectait pas. Il préfère continuer, non parce qu'il ignore la vérité, mais parce qu'elle lui coûte trop cher. Le Lorax, de son côté, ne gagne pas toutes ces confrontations. Il essaie de raisonner, il menace, il se moque du Onceler et protège autant qu'il peut les habitants de la vallée. Mais il ne possède pas le pouvoir magique de remettre les arbres debout. Sa fonction est presque tragique. Il voit ce qui va arriver, il l'annonce clairement, puis il découvre que parler ne suffit pas toujours. Les personnages qui défendent un monde vivant sont souvent contraints de convaincre ceux qui profitent de sa destruction. Le film donne au Lorax une énergie comique, mais son impuissance face aux machines reste douloureuse. Lorsque le dernier arbre tombe, il n'y a plus rien à négocier. Les ouvriers arrêtent les machines parce qu'il n'y a plus de matière à transformer. Les acheteurs disparaissent parce qu'il n'y a plus de produits. Tout le succès du Onceler repose sur une logique qui se dévore elle-même. Sa fortune n'a pas protégé sa vallée. Elle n'a même pas protégé son entreprise. Cette chute est une des leçons les plus nettes du récit. Un modèle qui consomme sa propre base ne peut pas se prolonger indéfiniment, même s'il paraît prospère pendant un temps. La disparition du Lorax est l'un des moments les plus mélancoliques du film. Après avoir confié au Onceler le mot à moins que, il s'élève dans le ciel, laissant derrière lui une pierre sur laquelle reste sa trace. Le spectacle est doux, presque merveilleux, mais il ne doit pas être compris comme une récompense. Le Lorax part parce qu'il n'a plus de forêt à défendre. Sa sortie transforme le paysage en lieu de regret. Le Onceler se retrouve seul au milieu de ses bâtiments, entouré des preuves de ce qu'il a choisi. Dans le présent, Ted comprend que le vieil homme n'a jamais eu le courage de planter lui-même la dernière graine. Il l'a gardée pendant des années, peut-être parce que la planter aurait signifié sortir de sa solitude et regarder les conséquences de ses actes. Il attendait quelqu'un d'autre. Cette attente peut sembler lâche, mais elle montre aussi que le Onceler sait enfin reconnaître ses limites. Il ne peut pas décider à la place de la génération suivante. Il peut seulement lui transmettre la vérité sans l'adoucir. Ted reçoit ce poids sans mesurer immédiatement l'ampleur de l'affrontement qui l'attend. Il essaie de rapporter la graine à Thneedville, mais O'Hare verrouille les sorties. La ville entière ressemble alors à ce qu'elle est depuis le début. Un espace fermé dont les murs ne servent pas seulement à protéger, mais à empêcher les habitants de voir une autre manière de vivre. Les portes qui semblaient être de simples éléments décoratifs deviennent un symbole concret du contrôle d'O'Hare.
Audrey ne laisse pas Ted porter cette mission seule. Elle est la première à croire que la graine existe réellement, non parce qu'elle possède des preuves, mais parce que son désir d'arbre l'a préparée à imaginer un monde différent. Il est tentant de la réduire au rôle de la jeune fille que Ted veut impressionner. Le film lui donne pourtant une place plus active. Son rêve est le point de départ de l'action et sa curiosité devient une force. Quand Ted commence à douter, Audrey ne lui demande pas de lui offrir un symbole romantique. Elle lui rappelle que ce qu'il a découvert est plus grand que d'eux. La petite communauté autour de Ted se forme ainsi sans programme grandiose. Norma connaît les chemins. Audrey apporte son imagination et son refus de renoncer. Ted apporte la graine et l'information. Même le Onsler, à distance, intervient grâce à son passé. Cette réunion de personnes imparfaites contraste avec l'organisation d'Ohar, qui possède des employés, des véhicules et des écrans partout. Le film oppose deux manières d'agir. L'une s'appuie sur la possession et l'ordre, l'autre sur l'entraide et la confiance. Le style visuel du film rend cet affrontement immédiatement lisible. Thneedville est saturé de formes rondes, de couleurs éclatantes et de mouvements mécaniques très fluides. Les objets y semblent conçus pour être désirables. Même les routes, les maisons et les panneaux ont quelque chose de joué. À l'extérieur, les restes de la vallée sont anguleux, ternes, coupés par des lignes de métal. Cette différence ne sert pas seulement à séparer le bonheur de la tristesse. Elle révèle que la ville artificielle est belle parce qu'elle cache ses conséquences hors champ. Le long-métrage d'animation produit par Illumination se situe aussi dans une période où le studio affine son goût pour les personnages expressifs, les chansons entraînantes et l'humour accessible à plusieurs âges. Mais The Lorax adopte une tonalité particulière dans cette filmographie. Il peut faire rire avec un poisson qui chante ou une grand-mère intrépide, puis glisser presque sans transition vers une image de rivière empoisonnée. Cette alternance n'est pas parfaite à chaque instant, mais elle permet au message de rester vivant. Le film ne demande pas aux enfants de supporter une conférence. Il leur fait ressentir une perte avant de la nommer. La chanson qui accompagne l'expansion de l'usine est essentielle à cette mécanique. Le Onsler y célèbre son ascension, son ambition et la vitesse de sa réussite. Les paroles et le rythme donnent de l'élan à la scène, tandis que les images montrent les arbres disparaître. Le plaisir musical devient volontairement inconfortable. On est entraîné par l'énergie de la production au moment même où la vallée se vide. C'est une manière très efficace de représenter la séduction du progrès sans limite. Il a souvent l'air joyeux pendant qu'il détruit quelque chose. Il serait pourtant trop facile de lire The Lorax comme une opposition simple entre industrie et nature. Le film n'affirme pas que toute invention est mauvaise ou que tout changement est forcément une catastrophe. Le Onsler est inventif. Ses machines sont ingénieuses. Son erreur n'est pas d'avoir créé un objet, mais d'avoir refusé de reconnaître une frontière. Il transforme un arbre vivant en matière première sans accepter que la forêt ait ses propres besoins. La différence est cruciale. Le problème n'est pas l'action humaine en elle-même, mais l'action qui ne tolère aucune limite. Cette nuance explique aussi pourquoi OR est plus inquiétant que le Onsler à certains moments. Le Onsler a fini par comprendre sa faute. OR, lui, ne voit rien à comprendre. Il sait que la ville manque d'air naturel, mais cela lui convient puisque ce manque crée une demande. Sa vision du monde ne comporte ni regret ni réparation. Il ne veut pas couper la dernière forêt pour lancer une entreprise. Il veut empêcher toute forêt de revenir afin que son entreprise reste nécessaire. Là où le Onsler incarne la faute et la honte, OR incarne l'intérêt qui refuse même de regarder la faute. Ted doit donc agir vite. Il ne suffit pas de planter la graine à l'abri. OR peut faire disparaître l'arbre, acheter le terrain, mentir aux habitants ou faire arrêter les enfants. La seule protection durable consiste à rendre l'histoire publique. Il faut que Thneedville voie ce que son maire lui a caché et qu'elle comprenne que sa ville n'est pas une merveille indépendante du monde. C'est le passage le plus important du parcours de Ted. Son objectif cesse définitivement d'être de gagner l'attention d'Audrey. Il veut maintenant faire tomber le mensonge qui tient toute la ville debout. La question devient alors très concrète. Comment raconter une vérité dans un endroit où celui qui profite du mensonge possède les murs, les caméras, les agents et le micro? Ted n'a aucune réponse évidente.
Mais il possède ce que le Onceler n'avait pas lorsqu'il a reçu les avertissements du Lorax, une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre la suite, il faut regarder la manière dont Tneedvil raconte son propre bonheur. La ville ne dit jamais que les arbres ont été supprimés. Elle les remplace. Elle installe des copies plus propres, plus prévisibles, plus faciles à entretenir, puis elle persuade ses habitants que la copie est préférable. Le mensonge n'est donc pas seulement caché derrière une porte. Il est devenu une habitude visuelle. Chaque faux tronc, chaque feuille en plastique, chaque nuage mécanisé apprend aux habitants à se contenter d'un décor. Cette idée donne à l'aventure de Ted une portée très moderne. Il ne découvre pas seulement une injustice ancienne. Il découvre que la disparition peut devenir invisible lorsqu'on est après elle. Les enfants de Tneedvil n'ont jamais joué sous un vrai arbre. Ils n'ont jamais entendu des feuilles bouger au vent, ni vu une racine soulever un trottoir. Ils ne peuvent pas regretter ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour cela qu'Audrey dessine des arbres. Son imagination conserve une place que la ville n'a pas encore réussi à remplir entièrement. OR comprend ce danger mieux que quiconque. Il ne cherche pas à convaincre Ted que les arbres sont inutiles. Il sait que cette affirmation serait absurde dès qu'un arbre apparaîtrait. Il veut empêcher l'apparition, empêcher le récit, empêcher la comparaison. Son pouvoir repose sur le contrôle de ce qui semble possible. Quand personne n'a vu d'alternative, le système existant passe pour une loi de la nature. Ted essaie alors de faire sortir la graine de la ville avec l'aide de sa famille. La poursuite qui s'engage garde l'énergie d'un film d'animation avec des véhicules rapides, des inventions improbables et des obstacles très colorés. Pourtant, l'enjeu reste précis. Il faut préserver un objet minuscule face à une organisation gigantesque. Le film joue souvent sur cette disproportion. O'Hare possède des moyens considérables, mais il redoute une graine. Cela montre à quel point son empire est fragile. Il paraît solide parce qu'il contrôle beaucoup de choses, mais il dépend d'une seule absence, l'absence d'arbre. Norma pousse Ted à ne pas se cacher. Elle a compris que fuir ne ferait que repousser le problème. Si la graine doit changer quelque chose, elle doit être plantée là où tout le monde pourra la voir. Cette décision est risquée, parce qu'elle transforme une mission secrète en défi lancé à OR. Mais elle suit la logique du mot laissé par le Lorax. À moins que n'ait pas une formule magique. C'est une invitation à prendre une responsabilité visible, même lorsque ceux qui profitent de l'immobilité ont tous les avantages. Ted décide donc de rejoindre la place centrale, là où OR a fait ériger sa grande statue et où la ville célèbre son propre modèle. Le choix du lieu est parfait. La statue représente le pouvoir d'un homme qui a vendu l'air comme une marchandise. Planter un trou-foula à cet endroit reviendrait à déclarer que l'avenir de Tneedvil ne doit plus dépendre de lui. Avant même que la graine touche le sol, le geste devient politique au sens le plus simple. Il concerne la manière dont une communauté décide de vivre. La course finale n'a pas pour but de battre O'Hare dans un combat physique. Ted ne peut pas le vaincre seul, et le film ne triche pas sur ce point. Il doit d'abord atteindre l'arbre artificiel qui domine la ville, puis convaincre les habitants de l'aider. O'Hare lance ses hommes à sa poursuite, essaie de l'arrêter, déforme ses intentions et lui rappelle qu'il n'est qu'un enfant. Cette attaque touche Ted parce qu'elle pointe sa peur la plus profonde. Au départ, il agissait effectivement pour une raison assez petite. Qu'est-ce qui lui prouve qu'il est devenu capable d'assumer une cause plus grande? La réponse vient de ses actes. Ted n'abandonne pas la graine lorsqu'O'Hare le menace. Il ne l'utilise pas pour obtenir une récompense d'Audrey. Il choisit de la confier à la ville. Ce déplacement est discret, mais il définit son arc narratif. Le garçon qui voulait posséder un objet rare comprend qu'une graine ne prend son sens que lorsqu'elle est partagée avec un monde qui pourra la faire vivre. Autour de lui, les habitants commencent à voir ce que leur mère leur a caché. Ils découvrent l'image de la vallée dévastée, entendent l'histoire du Onceler et comprennent que leurs bouteilles d'air ne sont pas une innovation merveilleuse. Elles sont le symptôme d'un échec. Le moment n'est pas traité comme une révolution abstraite où tout le monde devient soudain sage. Il s'agit plutôt d'un réveil. Une fois que les habitants savent, ils ne peuvent plus prétendre qu'ils ne savaient pas. O'Hare tente encore de sauver sa position en jouant sur la peur. Il avertit les citoyens qu'un vrai arbre peut déranger l'ordre de la ville, salir les rues et bousculer le confort.
C'est un argument volontairement ridicule, mais il possède une vérité dérangeante. Un monde vivant est moins contrôlable qu'un monde en plastique. Les arbres perdent leurs feuilles, attirent des oiseaux, font de l'ombre, poussent là où ils le peuvent. Ils ne suivent pas un calendrier de vente. Leur présence oblige à accepter qu'une ville ne soit pas une machine parfaite. Quand Ted atteint enfin le sommet de la structure et plante la graine, l'image condense tout le film. Il ne plante pas un arbre adulte, prêt à résoudre chaque problème. Il plante une possibilité. La terre semble presque absente dans cette ville artificielle, et pourtant une pousse apparaît. Son premier mouvement est fragile, puis elle s'élève. Les habitants regardent les branches se déployer. Ils découvrent quelque chose que leurs objets décoratifs imitaient sans jamais pouvoir le reproduire. Une forme de vie qui change devant eux sans demander l'autorisation à O'Hare. La destruction de la statue du maire est le résultat logique de cette poussée. Ce n'est pas l'arbre qui cherche la violence. C'est le symbole du pouvoir qui ne peut pas coexister avec lui. La statue tombe, O'Hare perd le contrôle de la foule et la ville cesse de le considérer comme l'unique voie autorisée. Le film choisit une libération spectaculaire, adaptée à son ton. Mais il évite d'affirmer que tous les problèmes sont réglés au moment où l'arbre grandit. Le terrain extérieur reste désertique. Les animaux ne reviennent pas instantanément. La réparation commence seulement. Le Honsler assiste à ce changement depuis sa maison et sa réaction est sobre. Il n'est pas ramené au centre comme un sauveur. C'est important. Il a donné la graine, mais il ne peut pas s'attribuer le mérite de ce qui arrive ensuite. La scène lui offre quelque chose de plus modeste, la possibilité de quitter enfin son isolement. Il peut regarder l'arbre sans détourner les yeux. Le film reconnaît ainsi qu'une personne responsable d'un dommage peut participer à la réparation, mais qu'elle ne doit pas se raconter comme le héros de cette réparation. Le retour du Lorax est présenté avec une joie mesurée. Les truffulas recommencent à pousser. Les barbaloutes, les cygnes et les poissons retrouvent une vallée qui n'est plus exactement celle d'avant, mais qui redevient habitable. Cette différence compte. La fin ne promet pas un retour magique au passé. Elle donne plutôt l'image d'un renouveau obtenu grâce à une décision collective. Les graines plantées par les habitants ne font pas disparaître l'histoire du Honsler. Elles empêchent cette histoire de se répéter de la même manière. Le mot à moins que résonne alors autrement. Au début, il ressemble à une énigme confiée à un homme coupable. À la fin, il devient une phrase inachevée que chacun peut compléter. À moins que quelqu'un ne décide de protéger ce qui reste. À moins que quelqu'un n'arrête une machine. À moins que quelqu'un ne dise la vérité à ceux qui ne la connaissent pas. Le film ne transforme pas ce principe en slogan figé. Il l'attache à un geste concret, celui de planter et de prendre soin. La conclusion d'une histoire écologique est toujours délicate. Elle peut devenir trop sombre et donner l'impression qu'il n'existe aucune issue. Elle peut aussi devenir trop facile et prétendre qu'un seul geste suffit à réparer un système entier. The Lorax navigue entre ces deux risques avec ses limites et sa sincérité. Il choisit un final optimiste parce qu'il s'adresse aussi à de jeunes spectateurs. Mais cet optimisme repose sur une condition, personne ne peut rester spectateur. Ted réussit parce qu'il agit, mais aussi parce que les habitants cessent de laisser O'Hare décider seul de leur avenir. Le personnage d'O'Hare ne disparaît pas comme un monstre vaincu par la magie. Il est emporté par une communauté qui ne consent plus à son mensonge. Cette nuance est utile. Son pouvoir venait de la dépendance des autres et de leur manque d'information. Dès que cette dépendance est questionnée, sa petite taille, son arrogance et ses appareils ne suffisent plus. Il n'est pas moins dangereux parce qu'il semble comique. Il est vaincu parce que les habitants reprennent une responsabilité qu'ils avaient abandonnée. Le film reprend ainsi l'esprit du livre du Dr Seuss, publié en 1971, tout en développant une intrigue plus longue autour de Ted, Audrey et Thneedville. Le texte original est plus dépouillé, plus directement centré sur le Honsler et sa faute. L'adaptation ajoute une ville artificielle, une romance adolescente, un adversaire commercial et de nombreuses scènes d'action. Ces choix ont parfois divisé les spectateurs, notamment ceux qui préfèrent la concision étrange du livre. Mais ils permettent aussi au long métrage de rendre visible une idée implicite. Une forêt disparue ne laisse pas seulement un espace vide. Elle crée une société qui organise sa vie autour de ce vide.
Cette extension de l'univers donne à Thneedville une fonction essentielle. Sans elle, l'histoire resterait celle d'un entrepreneur qui détruit une vallée. Avec elle, elle devient l'histoire d'un monde qui apprend à vivre avec les conséquences d'une destruction ancienne, puis découvre qu'il peut refuser cette normalité. Les habitants ne sont pas coupables des décisions du Onsley, puisqu'ils ne les ont pas prises. Mais le film leur demande autre chose. Maintenant qu'ils connaissent l'origine de leur confort, que vont-ils faire? La réponse ne passe ni par la culpabilité pure, ni par une nostalgie décorative. Audrey ne veut pas un arbre parce qu'elle idéalise le passé. Elle le veut parce qu'elle sent qu'un objet fabriqué ne peut pas remplacer une chose vivante. Ted ne plante pas la graine pour punir les adultes. Il la plante pour ouvrir une possibilité. Le film insiste donc moins sur le reproche que sur la responsabilité. Le passé explique le présent, mais il ne doit pas être une excuse pour ne rien changer. Le ton de The Lorax est d'ailleurs une part de sa force. Le film accepte d'être bruyant, chantant et parfois très farceur. Les barbaloutes sont adorables, les machines du Wansler sont absurdes, les habitants de Thneedville se déplacent dans un monde de jouets. Cette fantaisie ne retire pas de poids au propos. Elle le rend accessible sans le rendre neutre. Lorsque les animaux quittent la vallée, leur départ touche parce que le film a pris le temps de les rendre joyeux et présents. Lorsque la fumée envahit le ciel, elle blesse parce qu'elle recouvre des couleurs que l'on vient d'apprendre à aimer. La réussite de l'animation tient aussi au travail sur les matières. Les truffulats semblent doux, légers, presque impossibles à toucher sans les déranger. Leur texture donne envie de les protéger avant même qu'un personnage prononce un mot. À l'inverse, les machines possèdent des dents, des tuyaux et des bras qui découpent l'espace. Elles ne sont pas seulement laides, elles sont fascinantes, rapides, efficaces. Le film comprend que la destruction est rarement séduisante si elle se présente comme destruction. Elle se présente souvent comme facilité, performance et spectacle. Cette opposition visuelle explique pourquoi le Wansler reste un personnage plus complexe qu'O'Hare. Il est séduit par ses propres inventions. Il aime voir son usine grandir, il aime l'approbation de sa famille et il aime enfin être regardé comme quelqu'un d'important. Le Lorax ne lui demande pas de devenir humble par principe. Il lui demande de voir ce qu'il ne veut pas voir. Son incapacité à le faire transforme un rêve de création en abandon moral. C'est ce regard évité, davantage que les machines elles-mêmes, qui provoquent la catastrophe. Au moment où Ted plante la graine, il choisit précisément de regarder. Il a vu la vallée, entendu le Wansler, compris les intérêts d'O'Hare et découvert que sa ville n'était pas ce qu'elle prétendait être. Sa victoire ne vient pas d'une force exceptionnelle. Elle vient du fait qu'il accepte de ne plus détourner les yeux. Cette qualité, dans une fable comme celle-ci, est peut-être le véritable contraire de la cupidité. La place d'Audrey mérite aussi qu'on s'y attarde. Elle n'est pas l'héroïne qui possède déjà les réponses, ni une récompense placée au bout de l'aventure de Ted. Elle est le premier personnage de Thneedville à formuler un manque sans savoir d'où il vient. Son mur couvert de dessins dit quelque chose de très juste. On peut désirer une réalité que l'on n'a jamais connue parce que certaines idées continuent à circuler dans les histoires, les images et les souvenirs. L'arbre est pour elle une forme de beauté, mais cette beauté devient une porte vers une question plus profonde. Au début, Ted répond à ce désir avec une logique de séduction. Il se dit qu'un arbre spectaculaire lui permettra d'obtenir l'attention d'Audrey. Cette motivation n'est pas héroïque et le film ne fait pas semblant qu'elle l'est. Elle est même utile, car elle donne au personnage un point de départ crédible. Les grandes prises de conscience commencent rarement par des intentions parfaitement nobles. Ce qui compte est ce qui arrive après. Ted rencontre le Wansler, voit la vallée, reçoit la graine et réalise que son geste peut affecter des gens qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de lui. Cette évolution donne un rythme naturel à la narration. Chaque étape enlève à Ted une raison de rester passif. Il pourrait d'abord se contenter de chercher un faux arbre plus convaincant. Puis il pourrait garder la graine pour lui. Plus tard, il pourrait la planter en secret. À chaque fois, le film lui propose une solution confortable et l'oblige à la dépasser. Le courage n'est pas présenté comme une absence de peur. Ted a peur d'O'Hare, peur d'échouer devant Audrey, peur de ne pas être pris au sérieux. Il avance parce qu'il comprend que la peur ne suffit plus à justifier l'inaction.
Norma incarne une autre forme de courage. Elle n'est pas nostalgique de manière passive. Elle ne parle pas constamment d'un âge d'or disparu. Elle aide Ted à prendre des risques dans le présent. Son humour et son énergie servent à déstabiliser l'autorité d'Othaire. Lui a besoin que tout le monde accepte son rôle de consommateur docile. Elle se comporte comme si son pouvoir n'impressionnait personne. Cette attitude est contagieuse. Dans un récit dominé par les machines, une vieille femme qui refuse les règles absurdes de la ville devient un vrai moteur de liberté. Le rapport entre les générations est ainsi plus subtil qu'il n'en a l'air. Le Onceler appartient à ceux qui ont vu la forêt disparaître. Norma appartient à ceux qui se souviennent qu'il existe autre chose que le plastique. Ted et Audrey appartiennent à une génération qui doit réparer un héritage sans avoir participé à sa création. Le film ne dit pas que les jeunes sont moralement meilleurs par nature. Il leur donne une position particulière. Ils peuvent écouter l'histoire, reconnaître la faute et choisir de ne pas reproduire les mêmes habitudes. Le Lorax lui-même représente moins un personnage de solution qu'un personnage de rappel. Il n'est pas propriétaire de la forêt. Il n'en est pas le chef au sens humain du terme. Il parle parce que les arbres et les animaux ne disposent pas d'une voix dans les négociations du Onceler. Sa petite taille est une idée visuelle maligne. Il ne domine pas l'écran par la force. Il doit sans cesse se placer devant les machines, insister, protester et convaincre. Sa colère contient de la comédie, mais elle vient d'une tâche épuisante, rappeler l'évidence à quelqu'un qui a intérêt à ne pas l'entendre. Dans l'histoire racontée par le Onceler, les Barbaloutes jouent un rôle très précis. Ils ne sont pas des figurants mignons destinés à vendre des peluches. Ils montrent que les arbres ne sont pas des matériaux isolés. Les Truffulas nourrissent des animaux, abritent des champs, filtrent l'eau et donnent une identité à toute une vallée. Couper un arbre n'est donc jamais seulement retirer un objet du paysage. C'est déplacer des vies, rompre des habitudes et modifier une chaîne entière dont l'entrepreneur ne voit qu'une petite partie. Le film illustre cette chaîne sans jargon. Il montre des animaux affamés, des oiseaux qui toussent, des poissons forcés de partir. Les images parlent avant les explications. Cette simplicité est particulièrement adaptée à une œuvre familiale. Elle n'essaie pas de faire de chaque spectateur un spécialiste. Elle rend visible une relation de cause à effet. Lorsque la production ignore tout ce qui l'entoure, les conséquences ne restent jamais à l'intérieur de l'usine. La pollution dans The Lorax est volontairement exagérée, avec des nuages qui roulent comme des objets et une eau qui perd sa transparence. Cette stylisation n'enlève rien au propos. Au contraire, elle rend lisible ce que la vie réelle dissimule parfois derrière des chiffres, des murs ou des distances. Le Onceler peut regarder ces machines fonctionner sans voir les poissons en aval. Le spectateur, lui, voit les deux espaces. Il comprend ce que le personnage refuse d'additionner. Le motif de l'air vendu en bouteille prolonge cette logique. O'Hare ne crée pas l'air. Il commercialise une nécessité devenue rare après la destruction d'un environnement sain. C'est une caricature, mais une caricature précise. Elle pose une question que le film ne formule pas lourdement. Lorsque les biens communs sont dégradés, qui profite de leur remplacement payant? La réponse est O'Hare. Il n'est pas un inventeur qui améliore la vie des habitants. Il transforme leur dépendance en revenus. La satire fonctionne parce qu'elle ne présente pas les habitants comme stupides. Ils sont habitués. Ils font confiance au maire parce que tout, dans leur ville, confirme son discours. Les vitrines, les annonces, les arbres mécaniques et les bouteilles font partie du même décor. On peut se tromper collectivement sans être idiot, simplement parce qu'une réalité alternative a été effacée de l'expérience quotidienne. C'est pourquoi Ted doit apporter une preuve visible et une histoire compréhensible. Dire qu'O'Hare ne suffirait pas. Il faut montrer ce qui a été perdu. Une adaptation du Dr Seuss impose toujours une question de ton. Son univers repose sur des mots inventés, des formes extravagantes et une ironie qui peut sembler légère. Le film de 2012 choisit de développer cet univers en une aventure contemporaine, avec une bande musicale, des scènes de poursuite et une société de consommation très reconnaissable. Cette option éloigne l'œuvre de la sécheresse presque mythique du livre, mais elle crée des images durables pour un public qui découvre l'histoire au cinéma. Le choix de donner un visage à O'Hare est particulièrement révélateur.
Dans le livre, le danger est surtout contenu dans le Wansler et dans la logique de sa production. Le long métrage sépare la faute passée de l'exploitation présente. Le Wansler a détruit les arbres puis a été brisé par sa faute. OR hérite d'un monde dégradé et choisit d'en tirer profit. Grâce à cette distinction, le film peut parler de regret sans confondre le regret avec la réparation, et de malveillance sans la réduire à une seule personne. Le Wansler n'est pas absous parce qu'il souffre. Son isolement est la conséquence de ses actes, pas une punition qui annule sa responsabilité. Le récit lui accorde néanmoins une possibilité de transmettre. Lorsqu'il remet la graine à Ted, il fait enfin le contraire de ce qu'il faisait autrefois. Au lieu de prendre ce dont il a besoin sans penser aux autres, il confie quelque chose de précieux à quelqu'un d'autre sans exiger de bénéfice. C'est un acte tardif, mais il a du sens parce qu'il ne prétend pas réparer tout seul. Cette différence entre pardon et responsabilité est une des idées les plus solides du film. On peut regretter ce que l'on a fait, reconnaître les dommages et participer au changement sans exiger que le monde oublie. Le Wansler ne redevient pas le propriétaire de la vallée. Il ne dirige pas le renouveau. Il regarde Ted agir. Son rôle final est celui d'un témoin qui a appris trop tard et qui refuse enfin de garder cette leçon pour lui. La scène du dernier Trufula donne une forme concrète à ce regret. Elle ne se contente pas de dire que le Wansler a dépassé une limite. Elle lui montre le moment exact où il n'existe plus de marge. Tant que plusieurs arbres restent debout, il peut s'imaginer qu'il aura le temps de changer. Une fois le dernier arbre coupé, le temps n'est plus une réserve. Il devient une absence. C'est une image simple, mais elle explique pourquoi le film insiste tant sur l'idée d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut aussi reconnaître la place de la musique dans cette mise en scène. Les chansons de The Lorax ne sont pas toutes conçues pour s'arrêter et laisser le spectateur méditer. Elles emportent les personnages, accélèrent le récit et rendent l'enthousiasme contagieux. La chanson du Wansler, au moment de l'essor industriel, est un exemple de contradiction volontaire. Elle est séduisante alors que les images deviennent de plus en plus inquiétantes. Ce décalage fait comprendre de l'intérieur comment on peut aimer la vitesse d'un succès sans vouloir regarder son prix. Lorsque les chansons deviennent plus collectives dans la ville, elles changent de fonction. Elles ne célèbrent plus la vente d'un produit, mais la possibilité de participer à un changement. Le film évite pourtant de faire de la musique une solution à elle seule. Après l'élan, il faut planter, protéger, reconstruire. L'énergie commune compte, mais elle doit trouver une traduction matérielle. Une chanson peut ouvrir une porte. Elle ne fait pas pousser une forêt sans les gestes qui suivent. Le public adulte peut voir dans OR une satire de la privatisation et du marketing, tandis que les enfants retiennent peut-être d'abord l'opposition entre une ville fausse et une forêt vivante. Cette double lecture contribue à la longévité du film. Il ne demande pas le même niveau d'analyse à chaque spectateur, mais il offre suffisamment de détails pour qu'un visionnage plus tardif fasse apparaître de nouvelles questions. Pourquoi les habitants ont-ils accepté les arbres artificiels? Pourquoi le Wansler attend-il autant d'années? Pourquoi OR a-t-il plus peur de l'idée d'un arbre que de l'arbre lui-même? La dernière de ces questions est sans doute la plus importante. Un arbre peut être coupé. Une idée, lorsqu'elle circule parmi les habitants, devient beaucoup plus difficile à enfermer. OR veut donc contrôler le récit avant de contrôler la graine. Ted doit faire l'inverse. Raconter l'histoire, la rendre visible, puis laisser les autres décider qu'ils veulent la suite. Cette bataille pour l'imagination est ce qui donne à The Lorax sa dimension de fable civique, au-delà de son humour et de ses couleurs. Regarder The Lorax aujourd'hui, c'est aussi remarquer la précision avec laquelle le film choisit ses objets. Les arbres artificiels de Thneedville ne sont pas de mauvais substituts au sens technique. Ils sont colorés, propres, mobiles, parfois même plus spectaculaires qu'un arbre réel. Ils remplissent la fonction décorative attendue, mais ils ne donnent ni fruits, ni ombre véritable, ni abri, ni air. Le film ne les présente pas comme faux parce qu'ils sont laids. Il les présente comme insuffisants parce qu'ils ne participent à aucune relation vivante. Cette distinction évite un message simpliste sur la technologie. Les objets artificiels peuvent être amusants, pratiques ou ingénieux. Ce qui devient dangereux est l'idée qu'une imitation esthétique peut remplacer une réalité dont on ne veut plus assumer les conditions.
Les habitants de Thneedville ont conservé la silhouette de l'arbre, mais ils ont perdu tout ce qui faisait qu'un arbre comptait. Ils ont gardé l'image sans le système vivant qui donnait un sens à cette image. Le Thneed fonctionne selon le même principe. Il est volontairement difficile à définir. On peut en faire presque tout, ce qui permet au Onselair de le vendre à tout le monde. Le produit n'a pas besoin de répondre à un besoin concret. Sa polyvalence devient son argument. Cette absurdité met en scène une publicité capable de créer l'envie avant de créer l'usage. Les clients n'achètent pas parce qu'ils manquaient d'un Thneed. Ils apprennent à manquer de Thneed au moment où le marché leur dit qu'il est indispensable. Le premier acheteur joue ainsi un rôle majeur dans l'histoire. Il ne vérifie pas la qualité du produit. Il s'enthousiasme, chante et transforme la gêne du Onselair en succès. Une seule validation sociale suffit à lancer la machine. À partir de là, le jeune inventeur ne décide plus seulement pour lui-même. Il répond à une foule, à des commandes, à une famille et à une image de réussite. Le film montre comment une responsabilité personnelle peut devenir plus difficile à exercer au moment même où elle devient plus nécessaire. La famille du Onselair pourrait paraître secondaire, mais elle expose une autre pression. Sa mère ne le force pas physiquement à continuer. Elle célèbre son triomphe, propose des machines plus grandes et lui rappelle, par son enthousiasme, que reculer serait presque une trahison de la réussite familiale. Le Onselair veut être admiré. Lorsqu'il obtient cette admiration, il la confond avec une obligation de poursuivre. C'est une faiblesse très humaine. Beaucoup de décisions destructrices ne sont pas prises parce que quelqu'un aime détruire, mais parce qu'il ne sait plus comment quitter le rôle qui le rend important. Le Lorax tente de briser ce rôle en ramenant sans cesse le Onselair vers les conséquences. Il fait venir les barbaloutes devant lui. Il lui montre les signes qui ne peuvent plus respirer dans l'air chargé de fumée. Il observe la rivière devenir impropre aux poissons. Sa méthode n'est pas théorique. Il ne cherche pas à remporter un débat sur des principes. Il demande au Onselair de regarder les êtres concrets qui perdent leur place à cause de lui. C'est ce que le jeune homme refuse le plus longtemps. Accepter que les dégâts aient des visages. Le choix de ne pas donner au Onselair de prénom renforce cette dimension. Il est l'homme qui a agi une fois puis encore une fois jusqu'à ce que ce nom devienne toute son identité. Il n'est pas n'importe qui, puisque son histoire est précise. Mais il peut aussi représenter une position dans laquelle beaucoup de personnes se reconnaissent, celle de quelqu'un qui se raconte qu'il s'arrêtera plus tard. Son anonymat n'est donc pas une absence de personnalité. C'est une manière de rendre sa faute moins confortable à regarder de loin. Quand il raconte son passé à Ted, il choisit d'ailleurs de ne pas lisser son récit. Il pourrait accuser uniquement sa famille, la demande des clients ou l'ambition de sa mère. Il évoque ces éléments, mais il sait que la décision finale était la sienne. Cette honnêteté tardive est ce qui permet à Ted de l'écouter. Le Onselair n'essaie pas de faire de sa faute une histoire triste dont il serait la principale victime. Il explique comment il a échoué à entendre le Lorax, puis il laisse le garçon tirer la conclusion. Ce passage de témoin est plus fort que la simple remise d'une graine. Une graine peut mourir, être perdue ou volée. L'histoire, elle, peut guider la manière dont Ted utilisera la graine. Sans l'histoire du Onselair, Ted aurait peut-être planté l'arbre pour Audrey, pris une photo et considéré sa mission terminée. Avec cette histoire, il comprend que planter est le début d'une responsabilité. Il faut protéger ce qui pousse, empêcher ceux qui voudraient le détruire et faire en sorte que les autres habitants soient associés au changement. La réaction d'Audrey confirme cette évolution. Son rêve d'arbre n'est jamais tourné en ridicule. Le film lui donne raison sans la transformer en experte. Elle ne connaît pas tous les détails de la vallée, mais elle reconnaît immédiatement que l'arbre réel possède une valeur que les copies n'ont pas. Son enthousiasme aide Ted à sortir de son hésitation. Pourtant, elle ne confisque pas l'histoire. Elle écoute, pose des questions et agit à ses côtés. Le récit évite ainsi l'idée qu'une seule personne éclairée doit sauver tout le monde. Les habitants de Thneedville forment eux aussi un personnage collectif. Au début, ils sont presque chorégraphiés par leur ville. Ils achètent, sourient, suivent les annonces et ne semblent jamais envisager de sortir des murs. Lorsqu'ils apprennent ce qui s'est passé, leur changement est rapide parce que le film condense le temps, mais il ne repose pas sur rien. Ils avaient déjà une vie entière organisée autour d'un manque.
La vérité ne crée pas ce manque, elle lui donne enfin un nom. Dans ce contexte, la statue d'Oar est plus qu'un décor de finale. Elle matérialise l'autorité d'un homme devenu si central que la ville célèbre sa présence comme une garantie de sécurité. Lorsqu'un arbre pousse contre cette statue et la fait tomber, le film représente très clairement un renversement de valeurs. Ce n'est pas une foule qui adore soudain le chaos. C'est une foule qui comprend qu'elle avait confondu la dépendance avec la protection. L'épisode final est parfois interprété comme trop facile parce que l'arbre grandit vite et parce que le méchant est chassé de manière spectaculaire. Cette remarque n'est pas absurde. Le film utilise les conventions d'un récit familial, où la conclusion doit apporter un soulagement visible. Mais il serait réducteur de s'arrêter à ce raccourci. Les conséquences les plus importantes ne sont pas miraculeuses. L'extérieur reste abîmé. La ville doit encore apprendre à vivre autrement. Le dernier mouvement donne une direction, pas un bilan final. Le retour des animaux souligne exactement cela. Ils ne reviennent pas dans une vallée intacte. Ils reviennent parce que quelque chose recommence à pousser et qu'une communauté humaine semble enfin prête à défendre ce retour. Le Lorax ne félicite pas Ted comme s'il avait résolu seul un problème immense. Sa présence retrouvée ressemble davantage à une possibilité de dialogue retrouvée entre les humains et ceux qui les entourent. Le film a été lancé plus de 40 ans après le livre de Dr. Seuss, dans un contexte où les histoires écologiques étaient déjà très présentes dans la culture populaire. Sa particularité n'est donc pas d'inventer l'alerte environnementale. Elle est de traduire cette alerte dans une comédie musicale lumineuse, accessible à un large public, sans abandonner l'idée de responsabilité. Le projet adapte une œuvre brève à la structure d'un long métrage et accepte les compromis de cette transformation. Davantage de personnages, plus de gags, un antagoniste distinct et une quête plus classique. Ces choix donnent au film une énergie parfois très éloignée du calme étrange du livre. Certains y voient une simplification. D'autres y trouvent une porte d'entrée efficace pour les enfants qui n'auraient peut-être jamais rencontré le texte original. Les deux lectures peuvent coexister. L'adaptation ne remplace pas le livre. Elle lui donne une nouvelle forme. Elle conserve son image la plus forte, celle d'une créature qui parle pour les arbres et développe autour d'elle une histoire de mémoire collective. Cette mémoire est ce que Thneedville a perdu. La ville n'est pas seulement dépourvue de forêt. Elle est dépourvue de récits communs sur la disparition de la forêt. O'Hare peut vendre son air parce que personne ne relie son produit à l'histoire qui a rendu ce produit nécessaire. Dès que Ted transmet ce récit, les objets changent de sens. La bouteille d'air n'est plus une commodité amusante. L'arbre en plastique n'est plus une décoration innocente. Ils deviennent les traces d'un compromis que la ville peut désormais remettre en question. On retrouve ici une idée centrale de la fable. Protéger la nature ne consiste pas uniquement à admirer de beaux paysages. Cela consiste à maintenir les conditions qui permettent à des êtres, humains compris, de ne pas dépendre d'un système qui leur facture ce qui devrait les faire vivre. Les truffulas ne sont pas sacrés parce qu'ils sont jolis. Ils sont précieux parce qu'ils soutiennent une vallée entière. Cette approche rend le message du Lorax plus concret qu'un simple appel à aimer les arbres. La douceur des truffulas est d'ailleurs un choix narratif très habile. S'ils étaient ordinaires, le Wansler pourrait prétendre qu'il existe ailleurs des ressources identiques. Leur apparence unique rend chaque coupe plus visible, mais le film ne dit jamais qu'il faut protéger seulement ce qui est rare ou adorable. Les animaux, l'eau et l'air comptent autant que les touffes colorées. Les truffulas servent de point de départ émotionnel pour faire comprendre une relation beaucoup plus vaste. La même logique explique l'importance de la dernière graine. Elle n'est pas une relique magique. Elle contient un avenir possible, mais elle ne garantit rien. Une graine dépend d'un sol, d'eau, de patience et de protection. En la donnant à Ted, le Wansler ne lui remet pas une solution prête à l'emploi. Il lui donne quelque chose qui oblige à continuer d'agir après le geste spectaculaire. C'est peut-être pourquoi la fin reste en mémoire. Elle associe l'espoir à une chose minuscule, fragile et très concrète. L'une des raisons pour lesquelles The Lorax reste facile à raconter est que son conflit ne dépend pas d'un secret compliqué. Les faits sont visibles dès que l'on veut les voir. Les arbres ont disparu. L'air est vendu.
Une entreprise s'enrichit grâce à cette disparition. Le drame vient du fait que les personnages ont appris à ne pas relier ces éléments. Le Onceler les a séparés par intérêt et par déni. O'Hare les sépare par stratégie. Les habitants les séparent parce que vivre sans poser la question est plus confortable. Le trajet de Ted sert à réunir ces morceaux. Il commence avec une image, celle d'un arbre dessiné par Audrey. Il poursuit avec un nom mystérieux, le Onceler. Puis il passe la frontière et voit le terrain ravagé. Enfin, il reçoit une graine qui transforme la connaissance en choix. Cette progression est très bien construite pour un film expliqué. Chaque révélation répond à une curiosité, mais en ouvre une autre. Où sont les arbres? Qui les a fait disparaître? Pourquoi la ville cache-t-elle cette histoire? Que peut faire un seul garçon avec la dernière graine? La réponse finale ne réduit jamais complètement l'incertitude. Ted peut planter l'arbre, mais il ne peut pas décider seul de ce que Thneedville deviendra ensuite. Il peut faire tomber le monopole d'O'Hare, mais il ne peut pas rendre automatiquement aux habitants une relation saine avec leur environnement. Le film laisse volontairement ce travail hors champ. C'est une manière honnête de terminer. La victoire est nette à l'écran, mais elle est aussi un commencement qui demandera du temps. Cette tension entre le merveilleux et le réel traverse toute l'œuvre. Les animaux parlent, les arbres ont des couleurs impossibles. Le Lorax sort littéralement d'une souche. Pourtant, les mécanismes de l'histoire sont très reconnaissables. Une ressource paraît abondante. Quelqu'un la transforme en marchandise. La demande augmente. Les avertissements sont ignorés. La ressource s'épuise, puis une entreprise trouve un moyen de profiter de la pénurie. Le fantastique donne de la douceur à un enchaînement qui, lui, n'a rien d'imaginaire. Le film est particulièrement juste lorsqu'il montre que le Onceler ne se réveille pas seulement après avoir perdu sa forêt. Il se réveille après avoir perdu toute justification pour continuer. Tant qu'il reste un arbre, il peut se raconter qu'il contrôlera la situation. Lorsqu'il n'en reste plus, l'illusion se brise. Cette structure invite le spectateur à une question moins confortable. Faut-il vraiment attendre le dernier arbre, le dernier poisson ou la dernière possibilité pour admettre une limite? Le Lorax formule cette question par sa présence même. Il arrive dès la première coupe. Il n'attend pas que la vallée soit détruite pour apparaître. Son avertissement est précoce, presque gênant, parce qu'il intervient au moment où le Onceler peut encore facilement changer de direction. Il serait beaucoup plus simple d'écouter le Lorax à ce moment-là. Mais le Onceler confond l'absence de catastrophe immédiate avec une permission de continuer. C'est un raccourci psychologique que le film expose avec beaucoup de clarté. Dans le présent, Ted est placé dans la situation inverse. Il reçoit l'avertissement avant que le dernier espoir ne disparaisse. Il possède une graine, il sait qui veut l'empêcher de l'utiliser et il a des alliés. Son histoire devient donc une possibilité de rupture. Là où le Onceler a attendu, Ted agit. Là où le Onceler a gardé les conséquences hors de son regard, Ted les montre aux autres. Là où le Onceler a laissé l'ambition décider, Ted accepte de risquer ce qu'il voulait pour lui-même. On peut lire cette opposition comme une simple leçon de morale, mais elle est plus riche lorsque l'on observe les obstacles. Ted n'est pas courageux dès le départ parce qu'il serait naturellement meilleur. Il obtient des informations, il est soutenu par Norma et Audrey, il est provoqué par O'Hare, il reçoit la confiance tardive du Onceler. Le film refuse ainsi l'idée du héros isolé. Une bonne décision devient possible lorsqu'une personne a accès à une mémoire, à des relations et à une communauté prête à la suivre. La place du rire est capitale dans cette construction. O'Hare est si excessif qu'il devient amusant. Les barbaloutes mangent, chantent et dorment avec une innocence exagérée. Norma conduit avec une audace qui contredit son âge. Ces moments permettent au film de respirer, mais ils font aussi passer le message sans lourdeur. Un enfant peut suivre la poursuite et les gags. Un adulte peut remarquer que la ville vend littéralement de l'air. L'humour ne dilue pas forcément une idée, il peut la rendre plus mémorable. La direction artistique ajoute une autre couche. Les truffulas sont dessinés comme des brosses de couleurs souples. Ils forment des masses rondes, accueillantes, que la caméra traverse avec plaisir. Le spectateur sent la richesse de la forêt avant de comprendre son rôle écologique. À l'inverse, la zone industrielle est composée de structures répétées, de fumée, de câbles et de déchets. Elle ne manque pas de mouvement, mais son mouvement n'a plus de diversité. Tout va dans une direction.
extraire, fabriquer, expédier. Thneedville mélange volontairement ces deux univers sans les réconcilier. Ses couleurs sont vives comme celles de la forêt, mais elles sont fixées sur des objets qui ne changent jamais vraiment. Sa bonne humeur est une performance. On y chante, on y roule, on y achète, mais on n'y vit pas avec la même liberté que dans la vallée. Cette comparaison visuelle est plus efficace qu'un long dialogue. Elle fait ressentir que la ville possède de la décoration, tandis que la forêt possédait une présence. Le travail des voix participe aussi à ce contraste. Le Lorax doit être drôle, impatient et protecteur sans devenir un professeur. Le Honceler doit pouvoir faire rire dans sa jeunesse, puis convaincre dans sa solitude. O'Hare doit être ridicule tout en restant menaçant. Ce mélange de registres est difficile, car un excès de comédie pourrait rendre la perte de la vallée insignifiante. Le film réussit souvent à garder les personnages vivants grâce à leurs contradictions plutôt qu'à des discours explicatifs. Le long-métrage n'échappe pas à certaines simplifications. Son antagoniste moderne est volontairement caricatural et certains ajouts narratifs rendent le message plus frontal que dans le livre. Mais ces choix disent aussi quelque chose de son ambition populaire. The Lorax ne cherche pas à être une parabole silencieuse réservée à un petit public. Il veut être vu, chanté, discuté, parfois même contesté. Sa forme expansive répond à sa volonté de faire circuler l'avertissement au-delà du texte d'origine. Les critiques adressées au film tournent souvent autour de cette tension. Pour certains, le récit insiste trop sur la romance de Ted ou sur ses gags pour conserver la pureté du livre. Pour d'autres, la ville de Thneedville et O'Hare rendent la fable plus compréhensible pour un nouveau public. Ces deux positions ne s'annulent pas. Elles rappellent qu'adapter, ce n'est pas transporter un livre plan par plan, c'est décider quels éléments doivent être agrandis pour vivre dans un autre format, avec d'autres rythmes et d'autres attentes. Ce que le film préserve sans ambiguïté, c'est le noyau du Dr Seuss. Quelqu'un a profité d'une ressource qu'il croyait infinie, puis a découvert trop tard que les conséquences ne pouvaient pas être vendues ou oubliées. Le Lorax demeure celui qui parle quand personne d'autre ne veut entendre. La dernière graine demeure une responsabilité. Et le mot à moins que demeure la petite fissure par laquelle un avenir différent peut commencer. Dans un récit plus cynique, Thneedville aurait peut-être rejeté Ted. O'Hare aurait acheté la graine et le Honceler serait resté seul. The Lorax choisit une autre voie, non par naïveté, mais parce qu'il veut défendre la possibilité d'une réponse collective. Le film admet que le pouvoir économique peut être écrasant. Il affirme aussi qu'il dépend de personnes qui peuvent retirer leur consentement lorsqu'elles comprennent ce qui se joue. Cette idée transforme la faim en geste d'émancipation. Les habitants ne reçoivent pas un arbre comme un cadeau tombé du ciel. Ils acceptent de s'en occuper. Ils descendent vers l'extérieur, plantent de nouvelles graines et font du lieu abandonné un espace commun. La caméra leur accorde une joie simple, très différente de l'excitation consumériste du début. Ils ne célèbrent plus l'achat d'un produit. Ils célèbrent le retour d'une capacité à faire quelque chose ensemble. Le Honceler, lui, reste en retrait, ce qui donne au dénouement une belle retenue. Son regret n'est pas transformé en spectacle. Il a enfin vu que son histoire ne devait pas se terminer avec lui. Le retour du Lorax ne le libère pas complètement de sa faute, mais il lui offre une image qu'il croyait perdue. Des arbres qui poussent là où il n'avait laissé que des souches. Pour quelqu'un qui a passé des années à s'enfermer derrière ses machines, regarder cette image est déjà une forme de changement. La dernière impression du film est donc moins celle d'une victoire sur un méchant que celle d'une ville qui recommence à percevoir le vivant. C'est une conclusion plus durable. O'Hare peut être chassé, mais le danger reviendrait si les habitants se contentaient d'une nouvelle décoration. Les Troufulas exigent une attention continue. C'est cette attention, fragile mais partagée, que Ted a réussi à faire naître. Il est frappant de constater que le film ne commence pas dans la forêt. Il commence dans son absence. Ce choix change toute la manière dont le spectateur regarde les Trufulas lorsqu'ils apparaissent dans le récit du Honceler. Ils ne sont pas seulement beaux, ils sont déjà perdus. Chaque scène lumineuse de la vallée porte donc une légère tristesse, parce que l'on sait qu'elle sera remplacée par les machines et la poussière. Le film crée ainsi une nostalgie anticipée. On regrette un monde avant même de l'avoir quitté. Cette construction donne une force particulière au voyage de Ted.
Lui aussi découvre la forêt trop tard, à travers les paroles d'un homme qui l'a détruite. Il ne peut pas la visiter, courir entre les truffulas ou rencontrer les barbaloutes dans leur état d'origine. Son accès au passé passe par un récit marqué par la honte. Pourtant, cette distance n'affaiblit pas son lien avec la vallée. Elle rend sa responsabilité plus claire. Il ne peut pas sauver ce qui a disparu, mais il peut refuser de considérer cette disparition comme définitive. Le Wansler raconte son histoire avec une précision qui laisse voir sa propre jeunesse. On sent encore dans sa voix la fierté du garçon qui a construit une invention, la surprise de voir son produit trouver un public, puis la griserie de ne plus avoir à douter. Cette progression est essentielle. Si le personnage avait commencé comme un cynique, le film serait plus simple et moins troublant. Il commence avec une ambition que l'on peut comprendre. C'est son incapacité à fixer une limite qui le change progressivement en responsable de la ruine qu'il décrit. La famille n'invente pas cette incapacité, mais elle l'accélère. Le Honcelet reçoit enfin ce qu'il attendait depuis son départ, la reconnaissance. Sa mère voit en lui un succès, ses proches voient une entreprise, et les clients voient un produit à la mode. Personne autour de lui ne veut entendre le Lorax, parce que le Lorax introduit une question qui casse l'élan. Que restera-t-il une fois que l'on aura tout pris ? Le film montre combien cette question devient difficile à poser dans un système où chaque personne gagne quelque chose à court terme. Le Lorax ne répond pas en opposant une richesse imaginaire à la richesse réelle. Il montre que la vallée possède déjà une abondance. Les arbres nourrissent les barbaloutes. Les rivières portent les poissons. L'air permet aux cygnes de voler. Le Honceler, lui, ne voit d'abord qu'une matière textile disponible. Ce désaccord sur ce que vaut la forêt est la source de tout le conflit. Pour l'un, elle est un tissu de relations. Pour l'autre, elle est une réserve encore inexploitable. À mesure que l'usine s'agrandit, la vision du Honceler se rétrécit. Il dispose de plus de machines, plus d'ouvriers et plus de clients, mais il comprend moins bien ce qui se passe autour de lui. C'est une ironie importante. La réussite lui donne davantage de moyens, tout en le rendant moins capable d'entendre l'essentiel. Dans les images, les tuyaux et les bâtiments remplissent progressivement l'espace où les truffulas poussaient. Dans son esprit, les objectifs de vente occupent l'espace où les avertissements du Lorax pourraient encore trouver une place. Le mot à moins que résiste précisément à cette logique. Il ne promet pas que tout ira bien. Il pose une condition. Les choses ne changeront que si quelqu'un décide de s'en soucier assez pour agir. La formulation est brève, mais elle refuse deux échappatoires très fréquentes. Croire qu'un sauveur viendra résoudre le problème à notre place, ou croire qu'il est trop tard donc inutile d'essayer. Ted prend le mot au sérieux parce qu'il le transforme en action, pas parce qu'il le répète. La graine est parfois décrite comme un symbole d'espoir, et c'est juste, à condition de ne pas oublier sa fragilité. Un symbole abstrait pourrait rassurer sans rien exiger. Une graine fait l'inverse. Elle demande un endroit, une protection, de l'eau et du temps. Elle peut être écrasée, volée ou laissée sans soin. En confiant cette graine à Ted, le Honceler lui confie aussi un futur qui dépendra de décisions répétées. L'espoir du film n'est jamais une décoration, il est une tâche. Thneedville doit apprendre cette tâche après la chute d'Oher. La ville a été conçue pour que les habitants consomment des solutions fabriquées par d'autres. Planter des arbres, revenir vers la vallée et entretenir ce qui pousse exige une participation différente. Rien n'indique que cette transition sera facile. Mais la dernière séquence suggère que les habitants ont déjà franchi une étape essentielle. Ils ont cessé de croire que le confort artificiel les dispensait de toute responsabilité envers le monde extérieur. Cette évolution fait de Ted un héros adapté à son âge. Il ne devient pas expert, chef d'entreprise, ni militant invincible. Il écoute, apprend, prend un risque et entraîne d'autres personnes avec lui. Sa force n'est pas de posséder une réponse à toutes les questions. Elle est de ne pas se contenter de l'explication qui arrange les puissants. Lorsque Ohar lui dit qu'un arbre ne servirait à rien, Ted a assez vu pour comprendre que cette phrase sert surtout les intérêts de celui qui la prononce. Audrey, Norma et les habitants apportent chacun une part de cette compréhension. Audrey protège un désir de beauté que la ville croyait inutile. Norma apporte la mémoire et l'audace. Les citoyens apportent le nombre et la possibilité de transformer une décision individuelle en changement partagé.
Le film ne donne donc pas le dernier mot à une autorité isolée. Il le donne à un groupe qui accepte enfin de regarder dehors. La relation entre l'intérieur et l'extérieur est présente dans toutes les étapes du récit. La maison du Honceler est enfermée, pleine de mécanismes et de souvenirs qu'il ne parvient pas à quitter. Thneedville est enfermée derrière ses murs, protégée d'un paysage qu'elle contribue à ignorer. La vallée, elle, est ouverte avant l'usine et silencieuse après sa destruction. Ted traverse ces espaces. Il sort de la ville, entre dans la maison, puis ramène ce qu'il a appris vers la place publique. Son voyage est physique, mais il correspond aussi à une sortie de l'ignorance. O'Hare déteste ce mouvement. Il veut que la frontière reste étanche. Tant que les habitants restent dedans et que les conséquences restent dehors, il peut gérer les deux mondes séparément. La graine abolit cette séparation. Elle apporte le vivant au centre de la ville et oblige les citoyens à voir que leur air, leurs rues et leurs produits dépendent d'une réalité plus large. C'est pour cela que O'Hare s'affole avant même qu'un arbre n'ait grandi. Il comprend que le contrôle commence à lui échapper dès que la comparaison devient visible. La scène finale utilise ce principe de manière très claire. L'arbre pousse vers le haut, traverse l'espace aménagé par le maire et désorganise une architecture faite pour la publicité. Ce n'est pas une vengeance de la nature mise en scène comme un monstre. C'est le retour d'une force vivante qui ne se plie pas aux dimensions d'une marque ou d'une statue. Le film reste joyeux, mais l'image garde une vraie puissance. Le décor construit pour dissimuler un manque ne peut pas contenir ce qui comble ce manque. Après cette rupture, le retour des Truffulas n'a rien d'un luxe. Il rétablit la possibilité de respirer sans acheter, de se promener sans traverser un décor et de reconnaître que les autres êtres ont une place. La forêt n'est pas seulement un arrière-plan magnifique pour les personnages, elle est une condition de leur liberté. En faisant comprendre cela à Thneedville, Ted apporte quelque chose de plus précieux qu'un cadeau à Audrey. Il rend à toute la ville la capacité d'imaginer un autre avenir. Le film peut être revu comme une aventure, comme une comédie musicale ou comme une adaptation. Mais sa force la plus durable se trouve peut-être dans cette idée très concrète. Une société peut s'habituer à vivre parmi les conséquences d'un désastre jusqu'à les appeler confort. Il faut parfois une personne qui pose une question naïve, dessine un arbre ou transporte une petite graine pour rendre l'évidence de nouveau visible. The Lorax ne demande pas au spectateur de devenir parfait. Il demande de reconnaître les moments où une promesse de confort cache une perte que d'autres devront subir. Il demande aussi de ne pas se réfugier dans le regret du Honceler. Regretter sans transmettre, sans réparer et sans soutenir ceux qui agissent ne suffit pas. La leçon du vieil homme est utile seulement parce que Ted la transforme en un geste qui atteint toute la ville. Cette transmission explique la tonalité finalement lumineuse du dénouement. Le Lorax peut revenir non parce que le passé est effacé, mais parce qu'une nouvelle histoire commence. Les habitants ne regardent plus les arbres comme des accessoires. Ils les regardent comme des êtres dont dépend une part de leur monde. Et cette transformation du regard est le premier signe d'une réparation réelle. La fable du Lorax gagne en force lorsqu'on la laisse respirer après le dernier plan. La graine a poussé, O'Hare a perdu son emprise et les habitants ont commencé à replanter. Mais le film ne dit pas que les arbres reviennent parce qu'ils ont été désirés. Ils reviennent parce que quelqu'un a pris le risque de rompre avec une habitude. Cette nuance sépare l'espoir du simple souhait. Espérer, dans The Lorax, signifie accepter une responsabilité que l'on peut voir, toucher et partager. Le Honceler a vécu l'inverse. Il a longtemps remplacé la responsabilité par des promesses. Il promettait au Lorax qu'il contrôlerait la production. Il se promettait à lui-même qu'il replanterait plus tard. Il laissait chaque succès reporter le moment de décider. Son histoire donne au mot plus tard une dimension presque tragique. Plus tard est devenu le mot qui a permis à l'usine de grandir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à préserver. Ted ne possède pas la sagesse d'un adulte qui aurait tout compris. Il fait mieux. Il refuse de laisser le plus tard d'O'Hare définir ce qui est possible maintenant. Lorsque le maire prétend qu'un arbre est dangereux pour la ville, Ted sait que le véritable danger est de continuer à acheter de l'air tout en faisant semblant que cette dépendance est normale. Son choix est donc un refus de l'absurde. Il ne veut pas que Thneedville demeure une ville qui imite la vie au lieu de la soutenir.
Le récit insiste sans cesse sur cette différence entre imitation et présence. Les arbres mécaniques offrent une couleur programmée. Les truffulas offrent une croissance imprévisible. Les bouteilles d'Ohar fournissent un produit mesuré. La forêt rend un air que personne ne possède. Les publicités de la ville promettent une sensation. La vallée, elle, permet une relation. Cette opposition pourrait être lourde, mais elle devient naturelle grâce aux détails visuels et aux personnages qui réagissent à ce qu'ils voient. Pour Audrey, l'arbre est d'abord une image dessinée. Lorsqu'elle découvre la graine puis voit le trufula pousser, elle obtient plus qu'un rêve réalisé. Elle découvre que ses dessins avaient une source réelle, que son intuition n'était pas une fantaisie sans objet. Le film ne lui donne pas un grand monologue pour l'expliquer. Son émerveillement suffit. C'est la réaction de quelqu'un qui voit enfin apparaître dans le monde une chose qu'elle avait seulement pu imaginer. Pour Norma, l'arbre confirme que les souvenirs ne sont pas nécessairement des histoires inutiles racontées par les anciens. Elle savait que les murs de Thneedville ne racontaient pas toute la vérité. Son soutien à Ted est un geste de confiance envers l'avenir, pas une tentative de revenir dans le passé. Elle n'aide pas son petit-fils à retrouver exactement la forêt de son enfance. Elle l'aide à empêcher que son absence devienne définitive. Pour le Wansler, l'arbre représente une possibilité de ne plus être enfermé dans le moment où il a échoué. Cette possibilité ne lui appartient pas, il ne la contrôle plus, et c'est précisément ce qui la rend juste. Toute sa vie, il a voulu prendre les choses en main, fabriquer, vendre et organiser. À la fin, il doit accepter de regarder d'autres personnes faire ce qu'il n'a pas su faire. Son geste de transmission est humble parce qu'il reconnaît que la réparation n'est pas une nouvelle entreprise dont il pourrait devenir le propriétaire. Pour le Lorax, le retour de la forêt signifie que sa parole a enfin trouvé une réponse. Il n'avait pas besoin d'avoir raison dans un débat. Il avait besoin que quelqu'un prenne soin des arbres. C'est une distinction essentielle. Les avertissements du Lorax ne visent pas à donner au personnage une victoire morale. Ils visent à préserver les êtres qu'il défend. Lorsque les truffulas repoussent, le film montre que la parole a trouvé un prolongement dans les actes. Cette manière de traiter le personnage évite de le rendre trop solennel. Le Lorax peut être bougon, impatient et comique parce que son importance ne vient pas de discours parfaitement sages. Elle vient de sa fidélité. Il reste du côté des arbres même lorsqu'on se moque de lui, même lorsque le Wansler lui promet encore une fois que tout ira bien. Sa persistance fait ressortir, par contraste, la facilité avec laquelle les humains peuvent se fatiguer de leurs propres engagements. Ohar est son contraire absolu sur ce point. Il est fidèle uniquement à son intérêt. Il ne change pas de position lorsque les conséquences deviennent visibles. Il cherche à cacher davantage. Cette rigidité le rend finalement plus faible qu'il ne paraît. Le Wansler peut évoluer parce qu'il éprouve du regret. Ted peut évoluer parce qu'il apprend. Ohar ne peut pas évoluer parce qu'il considère toute vérité comme une menace commerciale. Une fois que la ville voit ce qu'il fait, il ne lui reste aucune relation réelle sur laquelle s'appuyer. Le film donne ainsi une définition simple du pouvoir. Ohar possède le pouvoir de vendre, de surveiller et de commander tant que les habitants acceptent le monde qu'il décrit. Ted acquiert un autre pouvoir lorsqu'il rend une autre description du monde crédible. Il n'a pas de société, pas de garde et pas de campagne publicitaire. Il a une histoire, une graine et la capacité de montrer le lien entre la ville et la vallée. Cette forme de pouvoir paraît faible jusqu'au moment où les autres choisissent de s'y joindre. La réussite populaire de The Lorax tient probablement à cette clarté. L'œuvre ne prétend pas que tous les problèmes écologiques se résolvent par un arbre planté dans une place publique. Elle utilise un conte pour isoler une question que tout le monde peut comprendre. Que faisons-nous lorsqu'une activité nous apporte quelque chose tout en détruisant les conditions qui la rendent possible? Le Wansler offre une mauvaise réponse. Ted et les habitants commencent à chercher une meilleure réponse. Le mot « commence » est important. Le film se termine au moment où le travail réel devient possible. Les graines sont distribuées. Des habitants traversent les portes. Les premiers arbres poussent. Une suite imaginaire pourrait montrer les difficultés, réhabiliter les sols, modifier les habitudes, résister aux intérêts qui voudraient recréer le même manque.
The Lorax ne développe pas tout cela, mais il laisse volontairement assez d'espace pour que le spectateur comprenne que le bonheur final dépendra de la continuité de l'effort. Cette ouverture donne au dénouement une tonalité différente de celle d'un simple retour à l'ordre. L'ordre initial de Thneedville était précisément le problème. La ville était calme parce qu'elle avait accepté une absence immense. L'ordre qui s'annonce à la fin est plus vivant, donc moins parfaitement contrôlé. Il faudra accueillir des racines, des feuilles, des animaux, des saisons et des besoins qui ne se règlent pas avec une machine. Le film présente ce désordre fertile comme une richesse retrouvée. Dans cette perspective, l'humour d'illumination devient presque une stratégie de narration. Il rend acceptable une histoire qui pourrait être écrasante. Les enfants rient avec les barbaloutes, avec les inventions ridicules et avec les excès d'OR. Pendant ce temps, ils enregistrent sans qu'on les force une relation très simple. Les animaux partent quand les arbres disparaissent, l'air se dégrade lorsque les machines prennent toute la place, et une promesse de réparer plus tard ne nourrit personne aujourd'hui. Les adultes peuvent y lire une critique plus large du discours publicitaire. O'Hare ne vend pas seulement une bouteille. Il vend une version du monde où les causes n'existent pas, où une pénurie est un service et où le consommateur n'a pas besoin de savoir ce qui se trouve derrière les murs. Cette construction a quelque chose de drôle dans le film, mais elle est aussi ce qui rend son antagoniste durable. Il ne veut pas convaincre par une idée meilleure, il veut empêcher les autres idées d'apparaître. Le geste de Ted est l'inverse. Il n'oblige personne à aimer les arbres, il rend un arbre visible. Ce geste laisse les habitants ressentir eux-mêmes la différence entre une chose vivante et son imitation. À partir de ce moment, O'Hare perd l'avantage du monopole imaginaire. Sa bouteille d'air ne semble plus être une merveille. Elle semble être ce qu'elle était depuis le début, une réponse coûteuse à un problème que son système préfère maintenir. Le film garde donc une forme de confiance dans la capacité des spectateurs, jeunes ou adultes, à relier les images. Il ne s'arrête pas pour expliquer chaque symbole. Le trufula, la graine, la bouteille, la statue. Les murs et la fumée sont assez clairs pour fonctionner ensemble. Cette économie de symboles rend l'histoire facile à suivre sans la rendre vide. Chaque objet revient avec un sens plus chargé à mesure que Ted avance. Quand on repense au premier désir d'Audrey, on mesure le chemin parcouru. Elle voulait un arbre devant chez elle. À la fin, la ville entière possède de nouveau la possibilité d'en avoir. Le film ne se moque pas de ce petit désir initial. Il le prend au sérieux parce qu'il a ouvert une question que personne n'osait formuler. Une envie personnelle peut devenir le point de départ d'une responsabilité collective lorsqu'elle rencontre la vérité et le courage. The Lorax laisse enfin une image très simple, des mains qui reçoivent des graines et une terre qui recommence à porter quelque chose. Après les machines, les slogans et les bouteilles, cette image paraît presque silencieuse. Elle ne promet pas l'absence de problème. Elle promet seulement qu'un autre chemin existe, à condition que quelqu'un décide de le commencer et que d'autres refusent de le laisser mourir. Cette conclusion explique pourquoi The Lorax dépasse largement le cadre d'une aventure sur les arbres. Le film parle de ce qui arrive lorsqu'une communauté accepte qu'une nécessité vitale soit transformée en produit, puis oublie que cette situation aurait pu être évitée. Il parle aussi de la difficulté à regarder une faute qui a apporté du confort, de l'argent ou de la reconnaissance. Le Hansler ne manque pas d'intelligence. Il manque de courage au moment où son intelligence devrait servir à freiner sa propre réussite. Le parcours de Ted répond à cette faiblesse sans le transformer en héros parfait. Il ne possède pas la réponse avant de partir. Il ne sauve personne avec un discours brillant. Il écoute une histoire difficile, voit une réalité cachée et refuse ensuite de retourner à son ignorance. Ce refus est le cœur de sa victoire. Dans un monde où O'Hare a fait de l'habitude une arme, la première forme de résistance consiste à ne plus appeler normal ce qui ne l'est pas. Le récit suggère que l'on peut hériter d'un monde abîmé sans être condamné à le reproduire. Ted et Audrey n'ont jamais coupé un trufula. Les habitants de Thneedville n'ont pas bâti l'usine du Hansler. Pourtant, ils reçoivent les conséquences de ces choix. Le film leur confie donc une responsabilité différente. Décider ce qu'ils feront maintenant qu'ils connaissent l'histoire. Cette responsabilité n'est pas une punition. Elle est la condition nécessaire pour que la mémoire serve à quelque chose.
Le Lorax, quant à lui, reste une figure étonnamment moderne parce qu'il ne parle pas au nom d'une abstraction. Il parle pour ceux qui ne peuvent pas prendre place dans la discussion, les arbres, les animaux, l'eau, l'air et, d'une certaine manière, les générations qui n'existent pas encore. Sa colère est comique, mais sa position est sérieuse. Il rappelle que les décisions humaines ont toujours des destinataires silencieux. Les ignorer n'efface pas leur existence, cela rend seulement les conséquences plus faciles à repousser. La dernière graine condense toutes ces idées. Elle porte une forêt, mais elle ne porte pas une excuse. Elle donne une chance, mais elle ne dispense personne de protéger cette chance. Lorsque Ted la plante devant les habitants, il fait passer l'histoire du domaine du secret au domaine du commun. Le renouveau commence à cet instant parce que chacun peut enfin voir ce qu'il faut défendre et comprendre que cette défense ne dépend pas d'un seul personnage. Il reste alors une image plus forte que les machines du Onceler ou les bouteilles d'Ohar. Celle d'un lieu où des arbres peuvent de nouveau pousser parce que des personnes ont choisi de ne plus les considérer comme une réserve inépuisable. C'est une fin joyeuse mais jamais vide. La joie vient après l'aveu, après la perte et après un acte de courage. Elle ne gomme pas le passé. Elle prouve seulement que le passé ne possède pas le dernier mot. The Lorax laisse ainsi une invitation claire. Il ne demande pas de prononcer de grandes promesses ni d'attendre un héros providentiel. Il demande de remarquer ce qui disparaît derrière les conforts trop faciles, d'écouter ceux qui signalent un danger avant la dernière minute, et de protéger les petites possibilités de réparation lorsqu'elles apparaissent. À moins que quelqu'un ne s'en soucie vraiment, rien ne changera. Mais lorsque ce quelqu'un décide d'agir, même une graine peut devenir le début d'un monde qui respire à nouveau. Cette histoire conserve sa puissance parce qu'elle refuse de séparer la beauté de la nécessité. Les truffulas attirent le regard par leur couleur, mais leur valeur ne s'arrête jamais à leur apparence. Ils nourrissent, abritent, filtrent et relient. Quand le Onceler les réduit à une matière première, il perd cette vision d'ensemble. Quand Ted plante la dernière graine, il ne restaure pas seulement un décor agréable. Il rouvre une relation dont toute une ville avait oublié dépendre. Le contraste entre les deux personnages est alors complet. Le Onceler voulait prouver qu'il pouvait tout transformer en réussite, et il a découvert qu'une réussite incapable de se limiter finit par se détruire elle-même. Ted n'essaie pas de contrôler la graine. Il accepte de la donner au monde, de la planter devant les autres et de laisser sa croissance bouleverser le cadre prévu par Oher. Cette confiance dans ce qui vit est exactement ce que la ville devait retrouver. Au terme du voyage, l'histoire de The Lorax ne se referme donc pas sur une leçon récitée. Elle reste dans le regard des habitants qui voient pour la première fois un vrai arbre pousser là où se tenait une statue. Elle reste dans la solitude apaisée du Onceler, dans les dessins d'Audrey devenus possibles, dans le courage simple de Ted et dans le retour du Lorax vers une vallée qui recommence à respirer. La dernière graine n'a pas effacé la catastrophe, elle a empêché le silence de la rendre éternelle. Et c'est peut-être la vraie victoire du film, rappeler qu'un monde ne devient pas meilleur parce qu'il paraît impeccable, mais parce qu'il laisse une place à ce qui pousse, respire et échappe à la logique du profit. Derrière ces chansons, ces gags et ces couleurs éclatantes, The Lorax garde cette question ouverte. Lorsque nous voyons une dernière graine, une dernière rivière claire ou une dernière possibilité de réparer, attendons-nous qu'il ne reste plus rien, ou choisissons-nous enfin de nous en soucier? Le geste de Ted demeure une invitation précise. Regarder, comprendre, partager, puis agir. À Thneedville, l'avenir ne commence pas avec une publicité nouvelle, mais avec une graine confiée à des mains réunies et responsables.